Bonjour à toutes et à tous, un grand merci de votre attention. J'ai beaucoup de plaisir écouter cet après-midi d'accueillir donc Éric Petitgan. Éric, merci beaucoup. Bonjour. Directeur général du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. C'est ça. Alors, le partenariat entre le Crédit Mutuel et IBM, c'est une longue histoire, 60 ans de partenariat technologique et depuis 10 ans, une accélération autour de 3 grandes technologies. La première, c'est celle de l'IA, dont on va parler aujourd'hui. La deuxième, c'est celle du quantique. Et entre nous, je pense que dans quelques temps, on pourra faire un événement Adopt Quantum versus Adopt AI, mais ce sera un autre débat. Et le troisième sujet, c'est cette notion de cloud privé que le Crédit Mutuel met en place pour maîtriser l'ensemble de la chaîne. Alors, pour dire quelques mots sur qu'est-ce qui fait que le Crédit Mutuel est un acteur spécifique, de mon point de vue en tout cas, il l'est parce qu'ils ont fait un pari sur l'IA il y a maintenant plus de 10 ans. Il y a 10 ans, l'IA n'avait ni la portée ni l'aura qu'elle a aujourd'hui, donc c'est un groupe qui, dès le départ, a vu la puissance de transformation de l'intelligence artificielle au service des métiers bancaires. Deuxième sujet, c'est quelque part, ils ont perçu dans l'IA un enjeu industriel. Très peu d'acteurs, et encore récemment, avaient vu l'IA comme étant un enjeu d'excellence opérationnelle au travers justement ce qu'on appelle la Cognitive Factory, qui aujourd'hui a plusieurs centaines de collaborateurs et collaboratrices. 300 collaborateurs, collaboratrices, dont le but, dont le travail est de déployer l'IA au sein du groupe. Et ça en fait, pour moi, une différenciation majeure. Je vous donne 2 chiffres avant, Éric, de t'écouter sur ta perspective sur ce parcours. On a fait une étude au niveau européen qui a été publiée il y a quelques semaines. Retenez 2 chiffres. 60% des décideurs européens estiment qu'ils ont déjà des gains, entre guillemets, de productivité, et à peine 1/5 d'entre eux estiment qu'ils ont un ROI. 2 notions différentes, ne sont pas antagonistes, mais on voit quand même que le marché est en train d'évoluer lentement, mais assez sûrement. Éric, maintenant que j'ai planté un peu le décor, si je puis me permettre, quel est un peu ton retour d'expérience de ces 10 ans? Comment est-ce que tu t'es forgé une conviction autour de l'IA et qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui pour un groupe qui a plus de 70 000, 75 000 collaborateurs? 78 000 collaborateurs. On t'écoute, Éric. Merci beaucoup. Bien écoutez, le Crédit Mutuel, c'est un groupe coopératif, mutualiste, donc décentralisé. Et en fait, on a une tradition en matière d'IT, en matière d'informatique, depuis très longtemps, qui est d'internaliser, de maîtriser. En fait, ce n'était pas à la mode, mais on a une vision souveraine des choses en ce qui concerne l'IT. Et donc, dès le départ, on a eu la volonté de maîtriser, de développer l'ensemble de nos process. Ouais. Et on s'appuie d'ailleurs sur des partenariats comme celui qu'on a avec IBM de très longue date et qui nous apporte beaucoup, je pense, dans cette stratégie. Et en fait, quand l'IA est arrivée, on l'a vu au départ comme une belle opportunité, comme un outil de plus, une technologie de plus qui allait nous aider. Et c'est vrai que les perspectives étaient intéressantes. Donc on a décidé de miser vraiment sur cette technologie. On a coutume de dire qu'on est parmi les premiers dans la banque, en tout cas à l'avoir fait en France. Et ça a été un choix gagnant, même si on s'est aperçu quand même qu'il y avait un gros travail à faire pour l'adoption par les équipes des outils. Absolument. Avec des réflexes qui étaient pas faciles à appréhender pour certains. Pourquoi j'utiliserais ces outils-là, etc. Et ce choix que nous avons fait nous a donné finalement pas mal d'avance. Et quand l'IA générative est arrivée, fin 2022, là ça a été une espèce de moment incroyable pour nous, parce qu'on a pris conscience que ce que nous avions fait jusqu'à présent, en fait, nous avait préparé au potentiel incroyable de l'IA générative. Et on a pu continuer ainsi et par exemple avec Mistral que l'on utilise et dont on utilise les prestations, on développe vraiment aujourd'hui des choses qui nous rendent très optimistes quant à l'avenir. Est-ce que tu vois une différence entre le parcours qu'on a mené jusqu'à maintenant sur l'IA dite entre guillemets traditionnelle, même si la notion peut être discutée, et cette fameuse ère où on est rentré avec l'IA dite générative, et c'est ce qui se profile bien sûr à court terme, l'IA dite agentique. Sachant qu'entre nous, je vais vous rassurer, ce sont des vagues successives, il y en aura d'autres. Donc si on croit que l'IA générative c'est l'alpha et l'oméga de l'IA, je pense qu'on se trompe lourdement. C'est une vague, c'est une nouvelle ère, il faut en tirer profit pour le business, mais fondamentalement les vagues s'enchaînent. Et je crois que ce qu'a dit Éric sur les fondamentaux est extrêmement important parce qu'à la fin, il faut industrialiser, il faut avoir une excellence opérationnelle, il faut former, il faut qu'il y ait une adoption. Sans ça, les investissements ne valent rien. Mais est-ce que tu vois une différence entre ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant et cette, entre guillemets, accélération que l'on voit? C'est quoi la différence?
Alors en fait, il y a une vraie différence, je pense que tout le monde le voit, c'est dans la capacité, au moins dans le grand public, à adopter, à utiliser ces technologies de façon très naturelle, j'allais dire intuitive, mais plus qu'intuitive, totalement naturelle, et ça crée un potentiel incroyable. Et on a quand même le sentiment que l'ensemble des activités humaines sont impactées potentiellement par l'IA générative. Et en fait, on voit le sujet de deux façons. Il y a la productivité interne, comme tout le monde, on se dit que l'IA générative, bien utilisée, doit nous permettre d'avoir des outils beaucoup plus efficaces. D'ailleurs, nous mettons l'humain au cœur de notre projet, et l'IA, qu'elle soit générative ou pas d'ailleurs, elle est là pour aider l'humain. Très clairement, c'est pas du remplacement. Et le deuxième sujet, c'est au-delà de la productivité interne, c'est que ça change, de notre point de vue, fondamentalement, les habitudes du grand public. Et en fait, le vrai défi, pour moi, il est presque plus de savoir comment on va s'adapter à des clients et un public qui utilisent l'IA à titre personnel en permanence, plus que de traduire de façon concrète en programme, en outils, ce que permet l'IA générative pour nos collaborateurs. Donc il y a vraiment ces deux dimensions-là, et en ça c'est très différent, vraiment très différent. Je te rejoins, on dit souvent d'ailleurs entre nous que dans le livre qu'on est en train d'écrire avec Luron Prudon et Alina Rotunian, alors je fais un moment de promotion, c'est l'IA sera ce que tu en feras. Les 100% des droits d'auteur vont à la Fondation Necker pour les enfants malades, donc vous ne m'enchirez pas si vous achetez ce livre, je vous rassure tout de suite, tant que vous avez une inquiétude sur ça. Mais dans ce livre, effectivement, on a réfléchi et écrit sur cette notion de changement. L'IA générative, je dis souvent, tout a changé, mais rien n'a changé, au sens où la véritable révolution, c'est une révolution de l'usage et de l'adoption. Mais ce simple fait change la donne, parce que les clients bancaires que nous sommes sont maintenant rentrés dans une logique où on est beaucoup plus informés, dominants dans la relation vis-à-vis des banquiers, et donc le changement de la relation est assez drastique, et l'enjeu pour la banque, c'est de faire face et d'avoir de la valeur ajoutée dans une relation qui a fondamentalement changé. Deuxième thème que j'aimerais mettre sur la table, Eric, c'est un thème qui nous est cher à tous les deux, c'est celui de la confiance. Je dis souvent, faisons simple, une équation, sans confiance, il n'y a pas d'adoption, sans adoption, il n'y a pas de ROI. C'est simple, c'est quasi mathématique l'équation. Sauf que la confiance, ce n'est pas mathématique. La confiance, elle est le résultat d'un tas de facteurs, dont des facteurs liés à une notion d'émotion, d'empathie, de relation. Mais entre nous, la confiance, c'est comme l'amour. Il y a l'amour et des preuves d'amour. Il y a la confiance et je ne fais pas un coming out en scène, mais fondamentalement, il y a la confiance et des preuves de confiance. Et la banque est un tiers de confiance au sens statutaire du terme. Alors, sur cette notion de confiance, il y a une logique technologique, on a travaillé dessus, la transparence, l'explicabilité, la fairness, mais il y a une logique de valeur, il y a une logique de gouvernance, il y a une logique d'éthique, et il y a une logique au sein du groupe Crédit Mutuel, qui est une entreprise à mission, qui rajoute une nouvelle dimension à cette fondamentale obligation de donner confiance dans le déploiement de l'intelligence artificielle auprès du réseau et auprès des clients. Alors, une fois que j'ai planté le décor de cette manière-là, Eric, la confiance au sein du groupe Crédit Mutuel sur l'IA, ça se décline comment concrètement ? Alors bon, déjà, il faut bien avoir en tête que, tu l'as dit, la banque sans la confiance, c'est impossible, c'est mission impossible. Donc nous sommes des créateurs de confiance ou des gens qui entretiennent la confiance et la développent et transforment cette confiance en solutions, en conseils, en produits, etc. Donc sans confiance, impossible d'imaginer un avenir. Et ce que l'IA générative amène de nouveau, c'est qu'effectivement, ça nous amène à nous poser des questions un peu différemment de ce qu'on faisait précédemment. La technologie, on l'a toujours pris comme quelque chose qui nous aidait, qui était finalement naturel. Il y a un petit travail d'adoption, je le disais, mais bon, c'est naturel, on l'utilise, et on sait qu'on ne peut pas vivre de façon moderne sans technologie. Mais l'IA générative a amené quelque chose de plus, c'est le questionnement de la place de l'humain. Et du coup, on a eu cette espèce d'intuition très vite, qu'il fallait qu'on encadre nos travaux dans de l'IA générative dans une espèce de charte de confiance de l'IA générative, qu'on définisse des règles, des process, qu'on puisse rendre tout ça transparent, opposable, qu'on assume de fixer un cadre et des limites à ce que nous faisons et qu'on puisse le rendre opposable à des tiers. Et c'est de ce point de vue-là, finalement, quelque chose qui va exactement dans le sens de ce que je disais, c'est créateur de confiance, ça permet d'entretenir cela, et on est, je pense, pas mal en avance, et je remercie les équipes qui travaillent sur ce sujet d'ailleurs.
Si je peux me permettre, pour celles et ceux qui, par curiosité, veulent voir ce que donne concrètement ce que dit Eric, il y a le stand IBM sur lequel il y a une collaboratrice du groupe Crédit Mutuel qui s'appelle Virginie, qui est ainsi présente. Mais qui est-ce qui tient le stand, Virginie? Oui. Mais fondamentalement, vous verrez une démo concrète de qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir une plateforme technique permettant de vérifier des critères comme ceux que j'ai évoqués. Est-ce que le modèle est transparent? Est-ce qu'il est explicable? Est-ce qu'il est fair? Comment on injecte la réglementation au sein de cette plateforme? Bref, tout cet outillage que nous avons maintenant, qu'on n'avait pas il y a encore 6 ans, comment est-ce que le Crédit Mutuel l'a mis en œuvre? Vous allez voir la démo et vous pourrez vous faire votre propre avis sur est-ce que c'est pour vous, est-ce que ça fait du sens ou est-ce que ça ne fait pas de sens, mais au moins vous l'aurez vu concrètement. La particularité du groupe Crédit Mutuel, c'est que vous êtes devenu, il y a quelques années, une entreprise dite à mission, ce qui a été un choix de leadership très clair, mais qui a des implications lourdes, du moins fortes, pour le groupe au sein de la société, notamment en France. Alors, ça veut dire quoi être entreprise à mission? Parce que je ne suis pas persuadé que tout le monde comprend ce que c'est que ce statut, qu'est-ce que ça veut dire de manière générale, et qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue plus particulier pour l'IA. Ouais. Alors bon, je le disais, on est un groupe coopératif, on appartient à nos clients, donc ça nous donne un positionnement assez finalement atypique. On est préservé de la dictature du court terme, de la rentabilité à tout prix, etc. Parce que ce qui nous drive, c'est le service. C'est pour ça qu'on est créé, c'est un peu notre raison d'être. Donc au départ, on est là pour les gens, pour ceux qui nous font confiance, pour nos clients. Et la réflexion qu'on a eue il y a quelques années, c'est de se dire, c'est bien de travailler au service de nos clients, de ceux qui nous font confiance ou de ceux qui nous connaissent, mais on est dans un monde qui devient de plus en plus complexe avec des défis majeurs, environnementaux, sociétaux, etc. Et on s'est dit finalement, on est un acteur de la société et notre rôle, ça ne doit pas être simplement de se regarder le nombril et de s'occuper entre nous, mais d'agir pour la société plus largement. Et en fait, le statut d'entreprise à mission, c'est ça, c'est de se dire, l'entreprise, elle a son statut social, elle a sa raison d'être, et elle se donne une obligation d'agir pour la société sur différents sujets. Donc on a choisi des missions, on en a choisi 5, et c'est en fait la continuité un peu plus moderne et un petit peu plus large du modèle mutualiste. Maintenant, quand on prend ça dans le cadre de l'IA générative, eh ben, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire on a pris conscience qu'on avait un rôle à jouer, un rôle dans l'éducation financière notamment, de façon beaucoup plus importante, et on compte beaucoup sur l'IA générative pour nous aider dans différentes solutions au cas d'usage. Et on s'est dit aussi qu'on devait aborder le sujet de l'IA générative de manière responsable vis-à-vis de nos équipes. Parce que tout le monde se pose la question, ou beaucoup de gens se posent la question, est-ce que l'IA générative va se terminer par le fait que j'ai plus de job et qu'elle fasse mon job? Et donc vis-à-vis de nos collaborateurs, vis-à-vis de nos clients aussi, on a voulu définir une éthique de façon très très claire, et on est là pour accompagner les gens, les aider, et notre projet, c'est de mettre toujours les humains en première ligne, que ce soit l'intérêt de nos clients. Par exemple, on ne commissionne pas nos salariés. Il n'y a pas de commission pour qu'ils ne soient pas tentés de donner des conseils qui les arrangent eux à leurs clients, pour que les choses soient très claires dans la relation avec les clients. Et donc, qu'est-ce qui nous permet d'aider nos clients, le public, et qu'est-ce qui nous permet de rassurer et d'accompagner nos salariés? Et tous nos développements IA, ils sont faits dans cet esprit-là, avec de la formation, avec de l'accompagnement pour prendre le sujet dans le bon sens. Oui. Alors peut-être un dernier point en mode un peu flash. On n'a pas beaucoup parlé de ce sujet-là, c'est la notion environnementale. On est sur des technologies qui sont par définition énergivores, by design, c'est pas que l'IA, hein. L'IA fait partie d'une vague technologique, et encore une fois, il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après, et par définition, ça consomme de l'énergie. Cette énergie, il faut la produire, il faut l'alimenter, etc. Donc, il y a plusieurs manières de travailler. Rendre plus efficients nos systèmes, plus rendre efficients nos matériels, mais aussi travailler peut-être sur des modèles plus petits, cette notion de modèle fit for purpose. Dans le monde de l'entreprise, on sait qu'un seul modèle ne sera pas suffisant, on va travailler sur une multitude de modèles qui devront être adaptés à des cas d'usage spécifiques. Ces modèles, la notion d'efficience est très importante, ils sont plus petits, plus efficients et doivent atteindre des performances égales ou supérieures à des grands modèles. Tout l'enjeu est là, c'est un enjeu d'efficience, pas un enjeu d'efficacité, puisque l'efficacité, on l'a déjà quasiment. Alors une fois que j'ai dit ça, la dynamique environnementale au sein du groupe, est-ce qu'elle est importante, capitale? Est-ce qu'elle est suivie, pilotée, monitorée? Et comment est-ce que tu vois ça, je dirais même dans un avenir assez proche ou moyen proche,
en termes d'enjeux pour la banque? Alors là aussi, on a eu assez tôt une conviction très forte sur les questions environnementales. D'abord, en tant que banquier, un banquier ne peut pas survivre si ses clients ont d'énormes difficultés et la question environnementale, elle est cruciale. Et donc on s'est dit que simplement en prenant en compte notre métier, nous étions obligés, si nous voulions bien le faire et le faire durablement, nous étions obligés de prendre en compte les questions environnementales. C'est pas du washing, mais vraiment on est parti de la vision qu'on a de notre métier. Et après, je le disais, en tant qu'entreprise à mission, évidemment, on se sent une responsabilité d'essayer d'agir pour transmettre un monde pas trop dégradé aux générations qui suivent. J'ai des enfants, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, et voilà, on se sent porté par ça. Alors après, tout ce que nous essayons de faire, on essaie d'y mettre à chaque fois un élément de réflexion sur impact environnemental ou pas. Que ce soit dans notre politique de crédit, que ce soit dans notre politique de développement des outils, que ce soit dans notre politique d'entrée en relation. Le but étant pas de se dire on fait une petite couche comme ça parallèle de washing environnemental, histoire de se donner bonne conscience. On l'intègre dans l'ensemble de nos activités, dans toutes nos activités. Tout ce que nous faisons doit avoir été pensé et si possible en intégrant le mieux possible les questions environnementales. Je ne dis pas qu'on a des solutions sur tout, c'est un sujet qui est extrêmement difficile et qui ne dépend pas que de nous. Par exemple, dans la banque, nous finançons des entreprises. Pour pouvoir les aider, les accompagner, il faut qu'elles disposent, elles, de leurs données environnementales qu'elles n'ont pas forcément toujours. Donc c'est complexe à mettre en œuvre, mais on a cette volonté-là et cette vision-là de façon très très claire. Et si on l'applique à l'IT, dès le départ, on s'est dit qu'effectivement, tu as parlé des solutions les moins coûteuses en termes énergétiques, si possible. On construit nos propres data centers. Là aussi, on est une des rares banques à le faire. Et nos data centers sont construits, pensés dès le départ, en essayant d'avoir le meilleur impact environnemental possible. Je devrais dire le moins mauvais, parce que malheureusement, il y a un impact environnemental. Mais en tout cas, on a cette volonté-là systématiquement d'intégrer ces questions dans notre façon de faire, toujours dans une logique de long terme. Dernier sujet qui est en tout cas à mes yeux le plus important, c'est l'humain. Ça a été abordé plusieurs fois par nos prédécesseurs, mais l'humain, ce n'est pas la variable d'ajustement de l'IA. Si elle le devient, croyez-moi, on a un avenir qui va être assez sombre. Et pour pas que l'humain soit la variable d'ajustement de l'IA, ça suppose ce que j'appelle une intentionnalité. Ça veut dire qu'elle n'est pas exogène à nous, notamment au sein de grands groupes bancaires comme le Crédit Mutuel, grands groupes d'entreprises comme les IBM ou comme d'autres grands groupes qui sont ici d'ailleurs présents autour de nous. Il faut que de manière intentionnelle, vous sachiez ce que vous voulez. Si on ne sait pas ce qu'on veut, d'autres vont se charger pour nous dire de ce qu'ils veulent pour nous. Donc ce que je veux simplement dire, c'est que ce qui me plaît au niveau du groupe Crédit Mutuel, c'est que cette intentionnalité de l'IA au niveau des hommes et des femmes a été très claire depuis le départ. Nous sommes dans une logique où l'IA doit aider, assister, augmenter, pas d'un point de vue de masse salariale, mais d'un point de vue augmenté en termes de compétences, de savoir-faire et d'aptitude, les collaborateurs et collaboratrices au sein du réseau. Alors cette notion d'augmentation, d'assistance pour aider des gens à mieux faire leur métier et quelque part paradoxalement faire leur métier comme ils devraient le faire et non pas passer du temps sur des tâches qui ne sont pas à faible valeur ajoutée, à haute valeur ajoutée, donc c'est le contrario. Comment ça se passe au niveau du Crédit Mutuel, cet investissement sur l'humain, cette logique d'appropriation, de formation, mais plus globalement la collaboration qu'il faut savoir créer pour être dans un cercle vertueux et non pas vicieux. C'est ça l'enjeu. Il me semble que j'ai commencé mon intervention en plaçant le sujet exactement ainsi. Notre projet est un projet pour les femmes et les hommes et par des femmes et des hommes. Et pour que ça marche à grande échelle, il faut de la techno. Et donc l'IA, qu'elle soit générative ou pas, comme les autres technos, sont là pour aider ce projet de service et d'accompagnement des femmes et des hommes pour les femmes et les hommes. Et donc on a construit depuis notre origine quasiment, notre projet autour de ça, et on n'en change pas au gré des générations. On reste centré là-dessus, parce que en tant que groupe coopératif, je me répète, c'est la genèse de notre groupe, c'est ça. On est là pour servir les gens et pour les aider, et on l'assume avec beaucoup de fierté. Alors, quand on dit ça, et qu'on aborde l'IA générative, se pose la question, est-ce que pour servir nos clients, des hommes et des femmes, finalement, c'est pas plus rentable, je mets des guillemets, d'utiliser à terme un potentiel purement techno et finalement de faire beaucoup d'économies.
mais d'économie pour servir qui? Notre projet, les femmes et les hommes pour les femmes et les hommes, il faut aussi qu'on inclue nos salariés là-dedans. Et donc, très clairement, on ne s'est pas posé beaucoup de questions, mais on s'est dit, l'IA générative, c'est un outil de plus, avec un potentiel incroyable, avec beaucoup de possibilités, mais c'est un outil qui doit servir nos salariés pour que nos salariés servent mieux nos clients. Maintenant, on est dans un monde digital, donc on a aussi besoin de développer des solutions de self-care. Tout le monde a un téléphone dans la poche, accède à sa banque avec son téléphone, et on a toutes les solutions qu'il faut aussi pour ça, mais l'humain pour l'humain. Je vais me permettre de faire le mot de la fin. D'abord, merci beaucoup Eric, vraiment à la fois pour la relation que nous avons ensemble et tout ce que tu as partagé avec l'auditoire. Merci. Le deuxième point, c'est que pour synthétiser, je vous invite à réfléchir sur ce que pourrait être demain un contrat social de l'IA au sein des entreprises. Je pense que nous y arriverons. Au même titre que demain, il faudra faire une GPEC spécialisée. Il faudra réfléchir à qu'est-ce que c'est que le contrat social de demain qui nous lie, nous, humains, avec le monde du travail, on va dire de manière générale. Et la troisième chose, effectivement, c'est, je finirai par le début. On a Adopt AI aujourd'hui, magnifique événement. Et bientôt, je pense qu'on aura un autre événement qui pourrait s'appeler Adopt Quantum, parce que les deux sujets d'abord se parlent, ils ne sont pas endogènes. Et deuxième sujet, c'est que le monde des technologies évolue à une vitesse folle et change la donne pour des grands groupes comme ceux-là, qui demain devront maîtriser l'IT traditionnel, l'IT lié, on va dire, à l'intelligence dite artificielle, le monde des neurones, et l'IT dite quantique avec les qubits. Gardez ça en tête et j'espère vous revoir bientôt. Merci beaucoup Eric et merci de votre attention. Merci beaucoup, merci, au revoir. Merci.